Pour moi, c'était de la fatigue, donc voilà. Bon, et puis j'étais tellement déterminée sur mon truc. Quand on veut faire un bébé, on est focus là-dessus, quoi. Donc oui. On voit pas les signes, quoi. Première ovulation, donc elle fait l'examen et elle s'aperçoit qu'il y a 2 follicules. Ridicule, quoi. Et puis là, voilà, le verdict tombe. Vous êtes en ménopause. Moi, ça a été un cataclysme. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. C'est d'abord, j'aurai pas d'enfant. Ensuite, je suis vieille. Je vais ressembler à une grand-mère. Et mon ventre va pendre, mais ma peau va pendre, je vais grossir. À 37 ans, j'étais pas prête. Hein. La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Ça y est, ça tourne. Ça tourne. Bonjour Aude. Bonjour Sylvie. Je suis ravie que tu sois là. Dans ma maison de vacances, on s'est retrouvés à Valoris. Je suis enchantée d'être là. Tu as une vue magnifique. Ça fait du bien de voir la mer de haut. Donc toi, tu vis ici ? Exactement. Je vis ici depuis 1 an et demi. Je vis à Golfe-Juan, près de la mer. Là, pour le coup, j'ai 5 minutes à pied pour y aller. Bon, même si je la vois pas, mais voilà, c'est très très agréable. Et la raison pour laquelle je t'ai proposé qu'on se rencontre, c'est parce que tu étais intéressée par mon travail et par mon podcast, et puis tu as une histoire autour de la ménopause qui est pas banale. C'est vrai. Est-ce que tu peux dire déjà ton âge et puis raconter ce qui t'est arrivé ? Moi, j'ai 55 ans et ce qui m'est arrivé, la ménopause, je l'ai pas vécu là les dernières années. Je l'ai vécu, j'avais 37 ans. En fait, ça a été à l'époque, ça a été un coup de massue. Parce que j'étais avec mon ex-mari, on était en pleine comment dire, on essayait de faire un bébé. En fait, on s'y est pris assez tard, à 35 ans, et puis voilà, ça ne venait pas. Au bout de 2 ans, ça venait pas. Ça venait pas. Enfin, un petit peu avant. Même au bout d'1 an, ça venait pas, mais bon, vu l'âge un peu tardif, donc du coup, j'ai pris contact avec ma gynécologue en lui disant que voilà, ça vient pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et puis du coup, elle m'a proposé de faire des stimulations. Donc avec stimulation ovarienne, c'est ça ? Stimulation ovarienne, exactement. Donc voilà, le traitement. Voilà, j'ai fait le traitement. Ensuite, comme ça ne venait toujours pas, on s'est dit on va faire une FIV. Et donc là, pour faire la FIV, il faut faire aussi des piqûres d'hormones pour stimuler les ovaires et avoir un maximum de follicules, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc il n'y en avait pas dans la première phase ? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc on passe donc en hyperstimulation pour faire une FIV. Premier moment, première ovulation, donc elle fait l'examen et elle s'aperçoit qu'il y a 2 follicules. Elle me dit c'est pas suffisant, on peut pas faire, voilà, on va continuer sur le cycle prochain. Donc le cycle ensuite, elle me monte la dose et puis voilà, et arrivé au bon moment, c'est pareil, 2 follicules ou 3, enfin, ridicule quoi. Il en faut combien ? Mais il en fallait au moins 6-7 parce qu'en fait ils vont ponctionner les follicules et à ce moment-là il y a beaucoup de pertes. Donc en fait, il faut qu'il en reste au moins 2-3 pour faire une tentative, un essai qui vaille le coup, quoi. Et moi, c'était pas la peine. Je sais même pas comment ça se passe ensuite, comment ils font, parce que je suis pas allée jusque là. En fait, ils sont pas allés chercher mes follicules. Et en même temps, j'étais évidemment fatiguée parce qu'il y a le travail, les piqûres tous les jours dans le ventre que je me faisais moi-même à force, les prises de sang au laboratoire, les examens au laboratoire, tout. C'était assez. Je me rappelle plus très bien parce qu'il y a quand même quelques années maintenant, mais j'y allais très souvent. Et puis
toute cette histoire de rapports sexuels pas normaux, quoi, en fait, à regarder le calendrier, à regarder le cycle, quand est-ce qu'il faut le faire. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est fatigant moralement quand même. Et je commençais à avoir des espèces de bouffées de chaleur, mais je me mettais ça sur le compte de la fatigue, en fait. Je me rendais pas compte. Des bouffées de chaleur, vraiment, le truc, on s'embrase, Ouais, on se sent pas bien, ça dure quelques minutes et ça part. c'est ça. Vraiment ça. C'est ça, c'est ça. Et bon, voilà. Et puis, 3e tentative, hop, pareil, pas assez de follicules, voilà. Bon, on continue une 4e fois, et moi, je commençais à en avoir ras-le-bol. Et la gynéco a pas dit, il y a un truc à ce moment-là? Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que préalablement à ça, en fait, entre la première stimulation et le fait de passer à la FIV, il y avait eu tout un tas d'examens. En fait, ils étaient allés voir mes ovaires, ils ont fait un spermogramme chez mon mari. Enfin voilà, tous les voyants étaient ouverts, donc il y avait rien du tout. Donc voilà quoi. Et pour la gynéco, bon, il fallait pousser encore un peu. Alors, je sais même pas si je vais parler des bouffées de chaleur en fait. Pour moi, c'était de la fatigue, donc voilà. Bon, et puis j'étais tellement déterminée sur mon truc. Quand on veut faire un bébé, on est focus là-dessus, quoi. Donc oui. on voit pas les signes, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas vus. Oui. Et donc voilà, 3e tentative, machin. Et puis à un moment, je me suis dit bon, il faut que je décide quelque chose là parce que j'en ai marre. En fait, j'en ai marre, ça m'épuise. Ça faisait 2 ans, ça commençait à me. Je lui dis et elle me dit mais on va quand même regarder comment ça se fait que vous avez vos bouffées de chaleur, machin. Et puis là voilà, le verdict tombe. Qu'est-ce qu'ils ont cherché pour trouver? Mais je sais plus. Je sais plus Aude, parce que ça fait quand même 17 ans maintenant, donc je me rappelle plus. Ouais. Mais je sais que le verdict est tombé. Vous êtes en ménopause. En pré-ménopause. En pré-ménopause. Mais ménopause, quoi. Moi, Tu avais des règles ou des règles irrégulières? Ouais, j'avais des règles. Oui, j'avais les règles. Oui, bah, tous les mois, c'était... J'étais triste de voir ces règles. Oui. C'était pas le but, en fait. J'aurais préféré pas les avoir, quoi. Oui, j'avais encore les règles. Et régulières, en fait. Rien d'anormal de ce côté-là? Non. Et donc, ménopause, moi, ça a été un cataclysme. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. C'est d'abord, j'aurai pas d'enfant. Ensuite, je suis vieille. Ensuite, je vais ressembler à une grand-mère. Ensuite, et mon ventre va pendre, mais ma peau va pendre. Je vais grossir. À 37 ans, j'étais pas prête. Hein. Alors, mais clairement, j'étais pas prête. Et puis d'autant plus que toutes mes copines, elles avaient des enfants en bas âge à ce moment-là, quoi. C'était la pleine période. Ça parlait de couche-culotte, de marques de tétines et compagnie, quoi. Et moi, avec ma ménopause, quoi. Oh. Comment t'as été accompagnée par ta gynéco? Qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce moment-là? Rien. Elle m'a dit non. Elle m'a dit on va vous donner un traitement hormonal pour compenser. Ok. Ça t'a rassurée? Non. Bah non, ça m'a pas rassurée. J'étais ménopausée à 37 ans. Je crois qu'il y avait rien qui pouvait me rassurer, me tranquilliser, me machin, quoi. Surtout, c'était un truc que je voulais pas, quoi. Et puis je savais même pas que c'était possible. Non. Je savais même pas. Donc voilà. Le coup de massue de la mort. C'est ça que tu as ressenti, la peur de la mort ou la présence? Non, le coup de massue. Le truc de fou, quoi. C'est non seulement j'aurai pas d'enfant, mais en plus là, je suis une mamie. Donc je suis rentrée, comme si on m'avait mis un coup de massue. Je sais pas. Donc mon ex-mari, c'est pareil. Il était atterré, essayait de me rassurer, mais je ne peux pas rassurer, quoi. Et pour moi, dans l'année qui suit, les 2 ans qui arrivent, j'allais ressembler à une grand-mère, quoi. Mais c'est pas arrivé. Et c'est pas arrivé. Voilà, c'est pas arrivé. En fait, voilà. Donc, je fais avec. Bon, ok. Déjà, je fais le deuil de l'enfant, déjà. Parce que ça, c'était vraiment pas possible. Ah non, ménopause. C'est plus de. Après. Peut-être d'autres techniques, aller acheter des ovules, ce genre de choses, mais j'y ai pas pensé, en fait. Et non, parce qu'on voulait faire un enfant naturellement, quoi. On voulait un enfant qui me ressemble, qui lui ressemble, voilà, c'était ce qu'on voulait, quoi. Et donc, je fais avec. J'évite de voir mes copines, parce que moi, les gosses, fallait plus m'en parler, quoi. Les trucs, je supportais plus. Je me remets dans l'état d'esprit de
eh ben j'ai pas d'enfant et j'en veux pas et j'en aurai pas et puis c'est très bien. Je me mets dans ce mental-là pour faire avec. Donc bosser à fond, j'imagine. Ouais, bosser à fond, voilà. Se remettre à sortir, voilà, éviter de voir les copines avec leurs histoires de gamins et puis voilà, et puis la vie elle avance et puis et je me rends compte que alors les bouffées de chaleur c'est chiant quand même ce truc-là. Je me rappelle, j'étais en rendez-vous avec plusieurs fois, mais une fois qui m'a marqué, j'étais en rendez-vous avec un fournisseur et je me disais, mais je vais jamais pouvoir lui dire au revoir, lui serrer la main. J'ai les mains, ça coule, ça dégouline. Et voilà, c'était bon. C'est rigolo plutôt, mais sur le coup, c'était chiant. Et, du coup, tu as eu des bouffées de chaleur pendant longtemps ou tu as pris le traitement substitutif? J'ai pris le traitement, mais ça n'a pas bloqué instantanément. Moi, les bouffées de chaleur, de mémoire, j'en ai eu pendant au moins 6 mois. Ça m'a pollué pendant tout ce temps-là. Et puis la vie avance. Alors moi, ce qui me restait, parce que je voyais bien quand même que ma peau pendait pas, que j'avais pas pris des kilos. J'en avais même un peu perdu parce qu'en fait, le traitement hormonal m'avait fait prendre un peu de poids. Donc le fait d'arrêter, j'ai perdu un peu de poids. Pas énorme, hein, mais bon. Et je me suis bien rendu compte que mon corps changeait pas. Que voilà. Et donc ça, c'était déjà une chose. Et je me posais pas trop la question, en fait. J'étais surtout focus sur le fait que j'aurais pas d'enfant, qu'on n'aurait pas d'enfant. C'était vraiment, ça, c'était vraiment compliqué. Et puis, je dis à JC, écoute, moi, je me vois pas sans enfant. Franchement, je me vois pas sans enfant. J'ai envie d'adopter. Alors, il était pas OK au départ pour adopter. Alors, je me dis bon, j'adopte toute seule. Et puis finalement, de fil en aiguille, se rendant compte que d'adopter toute seule, c'est très compliqué parce qu'il faut forcément adopter à l'étranger et d'être un. Et vous étiez mariés? Non, on n'était pas mariés. On était en couple, pacsés depuis 10 ans, mais pas mariés. Et donc on se rend compte que c'était de vivre à deux à la colle comme ça, c'était beaucoup plus compliqué pour adopter. Donc lors d'une réunion pour l'adoption, en sortant de la réunion, on décide de se marier pour faciliter les choses. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout ce chemin faisant, du coup, ça a déporté l'attention, en fait. Je me suis plus focalisée sur le fait d'adopter. Et puis, voilà. Puis avec les visites des assistantes sociales, machin, enfin, tout ça. Donc, je me suis focalisée là-dessus. Ce qui n'a pas abouti finalement. Ça se me replace après. Mais bon, voilà. Ça m'a aidé à penser à autre chose. Et donc, concernant la ménopause, qui est quand même le sujet central du podcast, en fait, mais au fil du temps, en fait, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce qui était génial? Mais c'est génial la ménopause, en fait, on n'a plus de règles. Ça, c'est génial. Ah, mais ça, c'est génial. Ah ouais, ça, c'est une délivrance. Ah ouais, c'est une délivrance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Plus jamais les règles. Plus jamais les tampons, les trucs. Non, ça pour moi c'est top. Et voilà quoi. Et mon corps a pas changé, j'ai pas grossi, je suis pas devenue une mamie. Voilà. En fait, c'est juste le temps qui a fait les choses normalement. Et je me trouve pas trop, même aujourd'hui quoi. Je trouve que ça va. T'es très jolie. Il y a rien de différent dans ton visage ou dans ton corps qui laisse penser que tu as eu une ménopause précoce. Ça ne se voit pas. Ah non, mais voilà. Mais moi, à 37 ans, je me disais, mais déjà dans 2 ans, je ressemble à une vieille. Et j'imagine, je me projetais même pas à 50 ans, quoi. Pour moi, je ressemblais à ma grand-mère, quoi. C'était ça que j'imaginais. Et en fait, pas du tout. Et pour moi, c'est que du bonus, en fait, la ménopause. C'est vraiment génial. Je t'imagine, ça fait presque 20 ans que j'ai pas eu mes règles, et voilà, quoi. Qu'il n'y a pas de pilule, que je suis pas embêtée avec tout ça, et que voilà, et que j'ai toujours la forme, et que, ouais, pour moi, c'est génial. Donc, pas de changement dans l'énergie. Et donc, en termes médicaux, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ce traitement substitutif? Oui. Jusqu'à quel âge? Je l'ai pris 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, ma gynécologue m'a dit, faut pas continuer trop longtemps parce que c'est dangereux, les hormones, machin, et tout ça. Avec quoi? Le risque de cancer du sein? Ouais. Donc du coup, je l'ai arrêté. C'était en quelle année qu'elle t'a dit ça? Alors attends, ça devait être en 90. Ça me paraît... Non, plus.
Ça me paraît vraiment très très loin dans le temps ce que tu dis là. Ouais. Mais c'est assez loin. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais, non, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de problème avec le traitement. Le traitement a commencé à être décrié en 2002. Oui. Tu me dis, c'était il y a 17 ans cette histoire, on est en 2023, donc c'est plutôt 2005. Oui, 2005, oui. Si je suis partie, j'ai commencé le calcul à ma naissance. À l'inverse, ça aurait été plus facile. Voilà, moi, c'est ce qu'elle m'a dit, donc je l'ai écouté. Il n'aurait pas fallu que je me chope en plus un cancer du sein, quoi. Ça aurait été la totale. Donc voilà, je l'ai arrêté. Et honnêtement, j'ai pas vu de différence. Parce que moi, peut-être que j'avais passé le cap, tu sais, des bouffées de chaleur et tout ça, des inconvénients de la ménopause. Moi, j'étais peut-être passée de l'autre côté, tu vois, et ça m'a pas dérangé de l'arrêter. Donc ça n'a rien changé et aujourd'hui, tu suis aucun traitement? Non. Et tu te sens bien? Oui. Si, j'ai rencontré une gynéco il y a peut-être 6 mois qui m'a proposé de reprendre un traitement, machin. Je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et puis en fait, j'ai pris puis je l'ai oublié, donc voilà, je le prends pas, et puis voilà. Pour quelle raison elle t'a reproposé de prendre un traitement? Est-ce qu'elle m'avait dit que ça serait mieux au niveau de l'énergie, au niveau de... Mais j'ai pas de baisse d'énergie, j'ai pas de... Ouais, je me sens pas ménopausée, en fait. C'est bizarre parce que moi, ça fait tellement longtemps que je le suis. Tu te sens toi-même? Bah oui, complètement. Ah bah oui, complètement. C'est parfait. Bah oui. Il y a besoin de rien dans ce cas-là. C'est ça. Moi, je suis désolée pour toutes les femmes qui le vivent mal, quoi. Mais si mon témoignage peut en aider, quoi. Pour moi, de mon point de vue, c'est un peu une légende urbaine, cette histoire de ménopause, quoi. Parce que ça m'est tombé dessus à 37 ans et ça a rien changé dans ma vie, quoi. Enfin, moi, perso, après. Non, il y a des femmes qui ont... Mais je le conçois, je les crois et tout ça, quoi. Mais... Et c'est vraiment, je suis très très triste pour elle et tout ça, quoi. Mais moi, de mon point de vue, c'est tout bénef, en fait. Aujourd'hui, alors, comment tu te sens? Comment tu vois ta carrière et les choses que tu as devant toi? Comment tu envisages l'avenir? Comment j'envisage l'avenir? De façon très positive, en fait. J'ai plein d'envie, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de sociétés, ouais, quand même. Je suis hyper enthousiaste de tout ce que je fais. Dans le domaine de la formation, dans le domaine de la communication, dans le domaine des conférences, de l'accompagnement des petites entreprises et des indépendants. Plein de choses très positives et dans un état d'esprit de partage et d'échange que j'aime beaucoup. En fait, l'idée, c'est nous ne grandirons pas seuls et nous essayons d'accompagner au mieux les personnes, que ce soit pour des formations professionnelles qui vont leur permettre de trouver un emploi ou de changer d'emploi, de trouver l'emploi de leur rêve, si possible. Enfin, en tout cas, au moins leur rêve pendant quelques années. Que ce soit des indépendants qui ont du mal ou qui ont envie de développer davantage leur structure. Voilà, on est là pour les accompagner. Les conférences, on fait des conférences aussi. On a une web radio, Cool Radio, sur laquelle j'aimerais que tu sois. Ouais. Et voilà, pour moi, la vie est belle. Alors, je pense pas du tout à la retraite. Alors, pas du tout. J'arrêterai sûrement un jour, hein. Évidemment, j'arrêterai. Mais bon, je sais pas quand. Je vis, mais je vis comme si j'avais 30 ans, en fait. Comme si quelque part, j'ai l'impression que mon âge s'est arrêté un peu avant les 37, en fait. Et puis voilà. C'est figé. Ouais, c'est figé. Mais quand tu as passé le cap de la quarantaine, moi, c'est celui dans lequel je suis aujourd'hui. Oui. On se dit... qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je pourrais encore construire. Finalement, cette crise-là, toi, tu l'as vécue à 37 ans et ensuite, ouais. ça a coulé. C'est ça. Ah oui, j'ai pas vécu de crise après, non. La grosse crise, ça a été celle-là, en fait. Et non, je me pose pas trop de questions, en fait, je vis très bien chaque âge. Est-ce que tout ça a eu un impact sur ton désir sexuel? Non. Non.
À aucun moment. Le seul moment, si, c'est quand on essayait de faire un bébé. Alors là, évidemment, c'est un tue-l'amour, ce truc-là. On a des rapports sexuels programmés, on regarde le calendrier, machin. Oui, là, ça c'est un réel tue-l'amour. Mais après, à part ça, non. Et aujourd'hui, de ce côté-là, ça se passe toujours bien pour toi? Ouais. Impeccable, tout va bien. T'imagines que ça va durer encore longtemps comme ça? Ah bah j'espère. Bah ouais, pourquoi pas. Après, oui. En plus, si je suis pas trop moche, tout va bien. J'aime bien ce que tu racontes sur le fait que finalement t'as créé, toi tu l'as vécu peut-être plus tôt que les autres, et que du coup après tout a coulé comme un fleuve avec une sorte d'impermanence, de permanence des choses. Plus rien ne bouge, tu te vois avancer sans qu'il y ait vraiment de choc. Le choc a eu lieu avant finalement. C'est ça. Bah ouais, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de pas avoir d'enfant et de me choper une ménopause à 37 ans. À côté de ça, si, il y a des choses qui sont très marquantes, puisque mon ex-mari est décédé brutalement aussi, donc ça c'est marquant, mais à part ça, moi, personnellement, franchement, je crains rien. Ouais, tout va très bien. Aujourd'hui, tu as fait le deuil de l'absence d'enfant? Oui, complètement. Ah, complètement. Moi, je vois les copines, comment elles peuvent galérer avec leurs ados. C'est les mêmes qu'avant ou t'as changé ton cercle? Non, c'est les mêmes qu'avant. Et bon, ils sont pas... ouais, c'est des ados, enfin, des ados maintenant, des jeunes adultes, quoi. Mais moi, j'ai échappé à tout ça et j'ai pu me concentrer sur moi, sur mon activité professionnelle, parce que je suis convaincue que si j'avais eu des enfants, professionnellement parlant, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Et voilà, quoi. En fait, j'ai fait d'une douleur une force. En fait, c'est ma force aujourd'hui. Tu l'as transformée? Ouais, complètement. Je suis vraiment heureuse de pas avoir d'enfant. Et bon, voilà, parce que je me lamente pas. Enfin, c'est ma façon de tourner les choses, pour que ça passe bien. C'est sûr que quand si je me pose un peu la question, c'est sûr que quand je serai vieille, personne sera là pour veiller sur moi. Enfin, si, mais il y a d'autres personnes, quoi. T'as de la famille? J'ai de la famille. Des neveux, des nièces? Ouais, c'est ça, oui. Après, bon, en même temps, les jeunes, maintenant, ils partent facilement vivre à l'étranger, donc faut pas trop compter dessus. Et ils ont raison. Ouais, c'est peut-être j'ai gagné en autonomie, en fait. En fait, je suis peut-être moins liée. J'ai pas quelqu'un qui compte sur moi au quotidien. J'ai de la famille, mon frère, ma sœur, c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. Mais en fait, il n'y a pas cette espèce de entre guillemets, que les gens le prennent pas mal, mais de dépendance affective pour des enfants, quoi. En fait, j'ai pas ça. Et du coup, ça me donne des ailes, en fait. Ça m'a poussée à me concentrer. Mais j'aurais été une très bonne mère, je suis certaine que j'aurais été une très bonne mère, mais ça m'aurait bouffé complètement, en fait, je pense. Voilà, c'est très bien. Comment tu regardes le mouvement Child Free qu'on voit actuellement, c'est-à-dire des femmes qui disent qu'elles ne souhaitent pas avoir d'enfants, ouais. et qui ont du mal à se faire accepter par la société, qui doivent le revendiquer pour que ce soit accepté? Ben, je trouve ça horrible d'avoir besoin de se faire de forcer pour être accepté comme ça, mais pourquoi? En plus, il y a l'aspect, la planète commence à être un peu surpeuplée, donc s'il y a des gens qui n'en font pas, c'est très bien. Bon, soyez pas choqués, mais bon. Non, mais je comprends pas qu'on ait besoin de lutter pour être qui on est. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me dépasse dans tous les domaines, en fait. Après, et puis surtout, c'est pas des gens qui font du mal à d'autres, quoi. Ils ont leurs opinions et ça les impacte eux dans leur vie, et voilà, quoi. Et avoir des enfants, c'est pas une fin en soi dans la vie. Ça peut pas, de mon point de vue, ça peut pas remplir toute une vie. Sinon, c'est un peu triste, je trouve.
Mais ça me choque. Je connaissais pas ce truc. Child-free, tu connais pas ce mot? D'accord. Non. Bah, je te l'apprends alors. Ouais, c'est ça. Non, mais ça me choque. Mais et de quel droit de quel droit on va dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, quoi. Surtout pour des choses qui font de mal à personne. Il y a des choses que je trouve horribles et pour lesquelles je suis pas d'accord, et voilà. Mais c'est des choses qui font du mal aux autres. Là, non, en l'occurrence, quoi. Mais j'ai des copines qui veulent pas d'enfants et qui sont très contentes de pas en avoir, et ben c'est très bien. Ben, soit, voilà, à leur façon, elles participent pas à la surpopulation, si on peut y trouver un avantage, quoi. Mais et voilà, quoi. Tant mieux si c'est pas, si c'est un choix et si c'est pas imposé, et si elles n'en souffrent pas, je suis très contente pour elles. Et tout est dans la nature, en fait. Pour revenir à toi, tu as un compagnon, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis toute seule depuis à peu près un an. Voilà, mais c'est très bien. Je serais contente. J'ai tellement de travail en ce moment que j'ai envie qu'on me foute la paix. C'est pas qu'on me foute la paix, parce qu'un compagnon, c'est pas, ça n'apporte pas que des ennuis, mais j'ai pas le temps, en fait. Je me dis que là, voilà, là, en ce moment, c'est pas le moment. Il y en aura un autre. J'ai pas vocation, j'ai pas envie de rester toute seule jusqu'à la fin, mais là, il y en aura pas, parce que je l'ai décidé, et puis que voilà, et c'est pas du tout, c'est pas le quart d'heure, comme on dit dans le Nord. C'est quoi cette expression? Je connais pas. C'est du Nord, parce que je suis de Lille. Ouais. Et dans le Nord, on dit ça. C'est pas le quart d'heure, c'est pas le moment, en fait. Voilà. Donc tu vis seule et tu aimes ça? Oui. Je vis seule avec mes 2 chattes, et c'est très bien. Je m'interromps pour t'écouter parler. Ce que tu dis là, ça me fait penser à une autre interview que j'ai menée avec Nathalie Bianco, c'est l'épisode numéro 8, Oui. qui dit j'aurais jamais cru que c'était si bien de pas vivre en couple, de vivre seul. La joie qu'on y trouve à simplement avoir ses horaires, sa vie, son indépendance, personne qui compte sur toi. Oui, c'est ça. Et qu'elle l'avait pas envisagé avant. Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Là, je fais ce que je veux quand je veux. Je dois pas arrêter mon travail à 8h le soir, par exemple, pour m'obliger à faire ça pour être en compagnie de quelqu'un, enfin pour laisser sa place, en fait, pour être là. Je suis pas obligée, en fait, même si c'est pas une obligation quand on est en couple, on le fait volontiers, mais il y a quand même plein de moments où on préfère. Enfin, ouais, ça m'est arrivé d'arrêter mon travail à contre-cœur parce que j'avais besoin. Enfin, il fallait que je sois un peu là, un peu présent pour l'autre. Et là, j'ai pu ça, et là, je le savoure vraiment, en fait. Ouais, je suis très contente de ça. J'ai pas envie, en fait, là, j'ai pas envie. Ouais. Du coup, tu vois plus d'amis? Non, en ce moment, je les vois pas plus parce que je travaille beaucoup. Non, mais là, c'est une vie assez solitaire, en fait. Enfin, solitaire, non, parce que je suis en contact avec plein de personnes, j'ai plein d'appels, plein de visios, donc je vois plein de monde. Mais ouais, je suis assez repliée sur mon travail. Tu vis pour toi? Ouais, c'est ça, complètement. Et j'aime ça, vraiment, j'y prends plaisir. Est-ce que tu dirais que tu as une forme d'énergie qui est différente de celle qui pouvait être il y a 10 ans, que tu fatigues? J'ai l'impression que pas du tout, en vérité. Non, mais non, je fatigue pas. Non, je fatigue pas. Si, un peu, mais c'est dû à la quantité de travail, en fait. Je suis quelqu'un qui travaille de 9h le matin jusqu'à minuit, 1h, quoi. Donc, tous les jours, voilà, je m'accorde une journée le week-end, donc voilà, c'est intense, parce qu'il y a besoin, en fait, il y a besoin de mettre un coup de collier pour développer les activités, donc voilà, donc ouais, je peux pas dire que je fatigue pas, mais qui fatiguerait pas à ce rythme-là, mais pas plus qu'à 30 ans, en fait. Je pense que j'aurais eu la même fatigue à 30 ans. Est-ce que tu te ménages des moments pour faire du sport? Un peu, oui, je marche.
Tu fais des balades le long de la mer? C'est ça, les pieds dans l'eau. C'est ton sport? C'est mon sport, ouais, actuellement, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne que tu étais, enfin, à la fille que tu étais au moment où tu as découvert que tu étais ménopausée à 37 ans aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais venir lui dire? J'ai envie de lui dire, prends de la hauteur et regarde au loin, tu verras, ça va aller. Ouais. Elle en avait besoin de prendre de la hauteur? Ouais. Oh, ça m'émeut. Ça m'émeut. Ouais. Là, c'est une règle que j'ai appris il y a quelques années, mais pas à cette occasion-là, hein, beaucoup plus tard. Et qui me sert, en fait, tu sais, des moments où j'ai un doute, où je sais pas si ça va aller, ou pour X raisons. Je fais ça, je me calme, je prends de la hauteur, et je regarde au loin, et j'ai ce sentiment profond cette certitude que ça va aller, donc c'est quelque chose qui me donne de la force. Parce que tu as vécu le deuil de ton mari. Ouais. Entre autres, hein, même quand il y a des choses moins graves, hein, parce que c'était un cataclysme aussi, mais même quand il y a des choses moins graves, ou des inquiétudes, ou ce genre de choses, à chaque fois, j'ai ce réflexe maintenant. Prendre de la hauteur et regarder au loin. Et tu puises dans ce qui t'est arrivé à ce moment-là pour voir comment finalement le cataclysme que tu attendais n'est pas arrivé? Ouais, j'avoue que c'est une belle leçon pour moi, tu vois, c'est ma certitude, en fait, que n'écoute pas ce qu'on raconte, n'écoute pas parce que toi, ton cas personnel à toi, il se passera peut-être pas ce qui se passe chez tout le monde, en fait. Ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de t'imaginer des choses. C'est toujours le cerveau, en fait, qui mouline et qui fait s'inquiéter, alors qu'en fait, non, tout va bien. Tout va bien. Et puis en même temps, peut-être merci la vie, hein, c'est que j'étais pas faite pour avoir des enfants, et que voilà, et que mon corps a dit. Si, tu as dit que tu aurais été une très bonne mère. Oui, j'aurais été une très bonne mère, mais peut-être qu'en fait, il fallait pas que j'en ai, tu vois. Peut-être que en fait, mon histoire à moi, c'était de pas en avoir. Et peut-être que j'ai voulu en avoir à un moment, à 35 ans, et peut-être que mon corps a dit mais non, en fait, je sais pas du tout ce qui s'est passé, je comprends pas, hein, dans ma famille, c'est jamais arrivé, hein. Je savais pas que c'était possible, en fait. Ta maman n'a pas... Non, ma mère l'a eu à, je sais pas moi, 50, 55, comme tout le monde, en fait, hein. J'ai ma grand-mère, mes tantes, jamais c'est arrivé, en fait. Tu les as interrogées à ce moment-là, quand c'est arrivé? Non, pas à ce moment-là, mais après, dans les discussions, à ce moment-là, non, j'avais pas envie de parler de ça. Tu as rien raconté à ton entourage? Non. Donc ils ont juste vu que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, et c'est tout ce qu'ils ont su. Ouais. J'ai dû raconter à quelques copines, hein. Bon, en même temps, elles étaient occupées avec leurs enfants, leurs bébés et tout ça, donc elles n'ont pas trop porté attention. Et puis en même temps, je le comprends. Quand même, ce que je leur racontais, c'était quand même un truc de fou, quoi. Je leur disais qu'à 37 ans, j'avais la ménopause, quoi. Elles ont dû me prendre pour une tarée en même temps. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi? C'est quoi son délire, quoi? C'était le truc incroyable. Peut-être qu'il y en a qui m'ont pas cru, j'en sais rien, en fait. Non, mais le réconfort, de toute façon, pour ce truc-là en particulier, il pouvait venir que de l'intérieur, que de moi, en fait. Et c'est le temps qui a fait les choses, en fait. J'ai bien vu qu'il ne passait rien de dramatique, et que c'était que du bénéfice, en fait, cette histoire de ménopause. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter de dramatiser ce moment, ce passage. Il a été très mal vendu aux femmes. On leur a dit que c'était la fin de quelque chose. On leur a dit que c'était la fin de la fertilité, de la fécondité, et que c'était un pas dans la vieillesse. Et je pense qu'il faut essayer d'arrêter de lier les deux. Il y a la vieillesse d'un côté, et puis il y a la ménopause de l'autre, et ça n'a rien à voir. Et puis qu'est-ce qui dit qu'une femme, elle est faite uniquement pour procréer? Enfin, c'est quoi ce truc de malade, quoi? Non, une femme, elle fait plein de choses dans sa vie, et voilà. Et à un moment, c'est son cycle, ses ovaires s'arrêtent de produire, et voilà. Et ouais, what else, ouais. Il y a plein de choses, et en fait, c'est le début d'autre chose, en fait. C'est le début d'une vie beaucoup plus libre,
C'est quand même tout ce qui arrive tous les mois, c'est quand même pas rien, quoi. C'est Tu as le souvenir que toi, ça t'handicapait, les règles? C'était pas un réel handicap, mais quand même, il y a les douleurs au ventre, on se sent pas bien, il y a les tampons, il y a les odeurs, il y a quand même tout un tas de trucs qui fait qu'on n'est pas bien, quoi, à ce moment-là. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Oh là là, quelle libération. T'as continué à voir ta gynéco régulièrement après ça, ou finalement tu as eu... Non, non. Parce qu'il faut toujours, hein, mais simplement, Ouais, peut-être qu'on a moins envie d'aller la voir. Oui, mais je la vois tous les 2 ans, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, tous les 2 ans, je fais la mammo, le frottis, et je fais tout ce qu'il faut. Moi, je continue à la voir, mais voilà, c'est tout, quoi. Après, quand le diagnostic a été posé, j'ai dit, ok. Bah alors, laisse tomber, pas rien pour toi. Voilà, c'est comme ça. J'ai pris le traitement hormonal. Et puis voilà, la vie continue et on verra bien ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi j'ai un autre regard, quoi, sur la ménopause, quoi. Tu vois, quand tu m'as appelé, quand tu m'as parlé de ton podcast, j'ai trouvé ça génial parce que y a rien de honteux là-dedans, c'est juste quelque chose de physiologique. Toutes les femmes passent par là et je vois pas au nom de quoi il faudrait être gêné de ça. Il faudrait c'est sûr que ça arrive en général plutôt vers 55 ans, 50-55, je crois. C'est 51 la moyenne, je crois, en France. D'accord. Donc ça arrive plutôt à 50 ans, donc c'est vrai que c'est le moment où on sent qu'on vieillit, puis voilà, on a ce choc à ce moment-là, enfin, quoique un choc, on y est préparé quand même, c'est l'âge normal, mais moi j'ai envie de dire, voyons-le autrement, quoi. Voyons-le comme une libération, comme ça y est, ouais, ça y est, on peut vivre autrement, quoi. Plus de pilules, c'est génial, ça, quand même. C'est quand même top. Et moi, si c'est vrai qu'avec des scies, on mettrait Paris en bouteille et je sais pas comment j'aurais pu réagir, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est une belle chose. Et c'est pas la fin de la vie du tout. C'est le début d'une nouvelle vie, plus libre, plus... mais enfin, peut-être pas plus en forme. Hein. Il y en a peut-être il y en a qui le vivent difficilement, hein, peut-être de la fatigue, ce genre de choses. Ça, je sais pas. J'ai pas. Mais heureusement, c'est vrai que j'ai quand même eu cette chance de pas être devenue une mamie très vite et de pas avoir eu cette grosse fatigue. Mais heureusement. C'est quoi les prochains caps pour toi? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce que tu imagines? Tu vis au jour le jour, hein? Oui, complètement. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire, j'en sais rien. Ah non, j'ai pas continué comme ça. Tu t'occupes de tes parents? Mon père est plus là, ma mère est en EHPAD. Elle est plus trop là, maman. Elle est un peu dans un autre monde. Donc non, je m'en occupe pas. Voilà. Non, parce que quand je la vois, elle me reconnaît pas trop, donc je vais la voir, mais voilà. Un moment de vie où tu vis 100% pour toi? Complètement. Après, si, j'ai souvent, très souvent ma sœur, mon frère, enfin voilà, j'échange, et mes amis quand même. J'ai mon associé qui vit ici, avec qui on est très proches, donc ouais, je suis pas complètement seule. Non, parce que le travail, c'est une socialisation en soi. Mais voilà, j'ai quelques amis, j'en ai pas énormément, voilà. Et quand je remonte dans le Nord, par contre, j'en profite pour faire des bonnes fêtes avec beaucoup plus de monde. Là, je remonte tous les 2 mois, en fait. J'ai besoin de remonter. Et là, c'est le moment où je vois beaucoup plus de monde. Ici, dans ma vie au quotidien, c'est assez toute seule. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je te remercie de m'avoir permis de parler de ça. C'est la première fois devant un micro en plus. Je trouve ça vraiment un beau témoignage pour les femmes qui vivent une ménopause précoce et qui sont assez alarmées de la situation dans laquelle elles se retrouvent avant 40 ans, avec ou sans enfant, mais avoir des symptômes qui te propulsent dans la vieillesse, en tout cas, dans ce sentiment de vieillesse, alors que c'est pas le cas du tout, comme tu l'as raconté. Non. Ça ne change rien. Moi, ça m'a rien changé. Mais il faut
faut décorréler ça de la vieillesse, parce que la vieillesse, c'est l'âge qui fait ça. C'est quand on avance dans l'âge. Et encore, moi, je suis pas encore vieille, hein, franchement. Je sais pas quand j'y serai. Et dans ma tête, peut-être jamais. Mais en tout cas, c'est pas un changement hormonal comme ça qui peut faire qu'on est vieille avant 40 ans. Mais jamais de la vie, non. Non. Okay. Prenez de la hauteur. En tout cas, regardez au loin, ça va aller. Prenez de la hauteur. Ouais, c'est vrai. Et pour tout, hein, quand on a le nez dans des soucis, dans des tas de trucs, souffler et puis s'élever un peu dans les airs et regarder au loin, ça fait du bien. Ok, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette discussion avec Sylvie. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite.